Comment tu décides à un moment quand tu as fait quasiment une vingtaine d'années dans l'entrepreneuriat pur, on se parle de business pur, on se parle de faire de l'argent, on se parle de faire des marges, on est loin d'une poésie ou d'une sensualité. Toi, tu es capable de la trouver certainement là-dedans si tu tires le film, mais on est loin de la poésie de la cuisine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, je vais commencer par écrire et je vais commencer par saisir cette discipline-là? Alors on sent que tu as toujours été observateur, mais... Ce qui me conduit depuis toujours, tout de même, tu vois, même quand j'étais à Roanne au lycée, j'étais proche de gens de théâtre, j'étais proche de peintres, d'artistes, sans comprendre que c'était finalement la fibre. Une fibre profonde. Et après, ce qui m'a nourri tout au long de ma vie, quand j'ai commencé à gagner ma vie un petit peu, le premier truc que j'ai acheté, c'est pas un canapé ou un frigo, c'est un tableau. Bon, c'est un peu bizarre. Ça faisait marrer d'ailleurs les gens de dire mais il y a rien chez toi, il y a juste un tableau. Bah oui, j'avais pas les moyens d'acheter un canapé après avoir acheté un tableau cher, mais c'était ma vie. C'était plus que tout. C'était c'était justement ma mise à distance du monde et mes évasions je pouvais être assis par terre et regarder le tableau, c'était plus confortable que d'être assis dans un canapé et regarder le vide, tu vois. Donc c'était vraiment c'était toute ma vie. Et donc ma vie a toujours été conduite par la lecture, par le théâtre, par l'opéra, par la musique. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est mon aliment principal, hein, vraiment. Et c'est quelque chose qui mais pas dans l'obsession non plus, mais dans une réalité quotidienne, comme une hygiène de vie, tu vois, j'ai besoin de ça. Et moi, je pense que je fais partie de ceux qui croient profondément que le plus bel achievement de l'humanité, c'est l'art, et que sans l'art, on ne saurait vivre. Je pense qu'on se serait tous déjà exterminés consciencieusement. Et l'art est la salvation ultime de la vie. Et pour moi, la nourriture telle que je la pratique en fait aussi partie avec un bénéfice. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce qu'on appelle du fine dining, c'est-à-dire de la haute gastronomie, qui est que quand on fait de la haute gastronomie, on se doit de bien nourrir, c'est-à-dire de faire du bien au corps et à l'âme pour la partie artistique, pour les voyages que tu proposes, pour les transpositions, les translations et les évasions, tu vois. Donc voilà, donc on y revient. Justement, et il faut qu'on en arrive à table, mais il y a eu cette époque de voir, de dire, d'écrire, et tu le disais, ce moment où tu t'es dit, maintenant il faut faire. Moi, je me souviens de ce moment. Je me souviens même d'un déjeuner qu'on a fait à cette époque et où tu nous disais, je me rappelle très bien de ce moment, on était chez Racine, je crois, rue de l'Arbre Sec, à l'époque, je sais plus. Je me souviens de ce déjeuner, tu dis, maintenant j'ouvrirai un restaurant et ça va s'appeler Table. Et je crois que j'ai trouvé l'endroit. Et cet endroit, on y est aujourd'hui. Il a eu une vie incroyable. Donc à un moment, tu t'es dit, j'y vais. Et pour tous les gens qui nous écoutent et qui savent certainement cette histoire, c'est pas rien de se dire, j'y vais, pardonne-moi, mais à un âge où beaucoup se diraient, vous faites non. Déjà que quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, oui, l'âge ça de peut faire peur. Est avancé, comme on dit chez Guitry. Écoute, en tout cas, il était pas commun. Et tu te dis, j'y vais. On revient au tout début. L'esprit d'enfance m'habite, d'une certaine façon. Et l'esprit d'enfance, il m'a donné le goût de l'aventure et le fait de ne plus avoir peur. Parce que j'ai eu les grandes peurs viscérales et reptiliennes de l'humanité, qui est de rencontrer des dangers au cours des aventures et de les avoir surmontés. Donc après, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Rien, l'échec. Et l'échec est quelque chose d'extraordinaire parce que ça te permet d'avancer bien plus que le succès. Et je n'ai pas l'angoisse du succès non plus. Beaucoup de personnes ont l'angoisse du succès parce que le succès, ça entraîne des choses que tu ne maîtrises pas et puis une vraie responsabilité. C'est-à-dire, il faut l'assumer, il faut être à la hauteur de ce... il faut, tu vois, il faut l'endosser, quoi. Et puis il faut faire. Quand tu n'as pas de succès, tu peux te plaindre en disant, oh là là, c'est la faute, c'est pas ta faute. Quand tu es dans l'échec, tu peux aller rejeter ça sur 12 000 raisons inobjectives, mais qui deviennent par le fait d'aller les solliciter. Et c'est fini, t'es débarrassé. Bon, voilà, ok, c'est pas grave. On passe à autre chose. Le succès, tu peux pas. Tu peux pas le surrogater. Tu peux pas dire, ah là là, c'est pas de ma faute.
vite, on passe à autre chose, etc. Non, il faut continuer à faire, et puis ne pas être non plus projeté dans une forme d'angoisse existentielle de dire et si demain je n'en avais plus. Tu vois, c'est l'angoisse du type qui chope des étoiles parce que c'est l'ambition de toute sa vie. Et il aime ça. Il aime qui va passer le reste de sa vie à angoisser de les perdre. Il aime perdre. l'ambition que ce soit l'ambition de sa vie. Il aime ça. Et c'est ça qui le fait vivre, qui le fait bouger. Et puis le jour où il l'a, il y a une espèce de grand, tu vois, il y a presque une dépression postpartum où il se dit oh putain, et mais si je la perdais, ouais. quoi, tu vois. Et c'est une espèce d'effet à la fois anesthésiant du cerveau et paralysant de l'action. Et c'est terrible. Et donc moi, j'ai plus ça déjà, tu vois. Ouais, mais enfin, c'est quand même pas rien. Pardon, mais ouvrir un restaurant, et je vais pas te l'apprendre aujourd'hui, et c'est surtout pas moi qui vais te le dire, mais tu le sais, quand t'appréhendes le faire, c'est quand même quelque chose. Il y a quand même une chaîne, il y a quand même des règles, il y a quand même des techniques. Moi, je le sais pas, en fait. Bah. Non, je crois que je le sais pas. Je veux pas le savoir. Et alors, comment tu démarres? Enfin, c'est un truc quand même. Une version un peu qui m'honore, je dirais que c'est mon esprit d'enfance. Une qui m'honorerait moins et qui est probablement plus proche de la vérité, c'est un déni complet de réalité. Ouais. Tu vois, de dire bon voilà, écoute, je fais un restaurant, c'est cool. En fait, c'est tout sauf cool. D'abord, il faut que j'apprenne à devenir cuisinier, parce que faire à manger pour des copains à la maison qui sont évidemment plein de bienveillance avec ta cuisine parce que tu les invites et que c'est un bon moment à passer. C'est autre chose. Recevoir des clients qui vont payer l'addition, c'est pas pareil. Et puis, ce que je ne sais pas, mais là, je le sais vraiment pas, c'est que tu apprends 2 métiers en même temps. Dans mon cas, c'est-à-dire, j'apprends le métier de chef, chef avec moi-même d'ailleurs, parce qu'au début, je suis tout seul, tu te souviens, avec un commis, et même pas, des fois, quelqu'un pour nettoyer la vaisselle et une personne au service, ou des fois pas. Et en même temps, j'apprends le métier de restaurateur, c'est-à-dire quelqu'un qui gère un restaurant et qui doit faire face à tout un tas de problèmes. Moi, je me souviens, la première des grandes difficultés quand tu fais un restaurant, c'est quand tu fais un dîner à la maison, tu reçois des amis ou ta famille, tu fais tes petites entrées, 1 ou 2, t'envoies ton plat, t'envoies je sais pas quoi, t'envoies ton dessert ou tes 2 desserts, puis voilà. Quand t'as un restaurant, tout le monde n'arrive pas en même temps. Donc à un moment, il y en a, ils sont au dessert, d'autres, il faut faire les entrées. Et pour toi, c'est impossible mentalement, parce que ta narration, tu l'as déjà avancée par rapport à ce que tu as créé, et donc c'est très compliqué de revenir au point zéro, tu vois, c'est très compliqué. Et puis, dans le même temps, à un moment, on va venir te voir en te disant chef, il y a un client qui est enfermé dans les toilettes, il n'arrive pas à sortir. Et là, ta bulle éclate, parce que tu es obligé de te mettre dans une bulle de création, de faire bien, etc. Et là, c'est quelqu'un qui arrive avec une épingle et qui te fait péter ton petit ballon, là. Et d'un seul coup, bam, tu te retrouves comme ça, et tu dis, ah merde, voilà, et hop, et il faut aller désincarcérer quelqu'un dans les toilettes, quoi. Et, où les toilettes sont bouchées, enfin, c'est toujours des trucs horribles, tu vois, c'est jamais un truc cool. Chef, il y a un client, il est trop heureux, il voudrait vous parler. Non, c'est toujours un truc pratique, chiant, voilà. Et, ou chef, il y a un mec qui est en train de voler la terrasse à l'extérieur, tu vois, ça c'est déjà arrivé aussi. Excusez-moi. Ici où les gens se barrent avec la table et les chaises dehors. Et donc tu dis mais waouh, mais non, mais laissez-moi, moi je suis bien, je suis en train de faire la cuisine, c'est magnifique. Et c'est ça. Et j'ai mis 3 ans à apprendre. Je suis assez lent, tu sais. Donc tu disais tout à l'heure j'ai commencé tard. Oui, j'avais 54 ans. Je suis lent. Oui, mais résistant, parce que 3 ans. Alors ça va peut-être avec, je sais pas, mais je suis lent, En fait, tu avances vers rien, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais été tu continues ton chemin. Obsédé par les awards ou tu vois ou les distinctions ou les récompenses. Je pense qu'on ne peut pas faire la cuisine de façon intelligente et qui produise du sens si on le fait comme un sportif de haut niveau qui veut des médailles. Il y en a plein, hein. Il y en a qui marchent. Il y en a plein. Et qui les décrochent, ces médailles. Bien sûr. Mais, et moi, j'ai pas ce tempérament-là, tu vois. Je suis pas, moi, je suis un winner. J'aime gagner. J'aime réussir. Ce que j'apprécie avant tout, ce que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, c'est avoir une idée, la porter jusqu'au bout et l'avoir réussi et fleurir.
Et j'adore ça, c'est la plus grande des satisfactions, je trouve. Quelque chose qui naît dans ta tête, tu lui donnes une réalité et tu la portes au pinacle, c'est magnifique. C'est un accomplissement personnel incroyable et en même temps une grande humilité, c'est-à-dire que c'est pas pour faire le malin, c'est voilà. Et je pense que ça te fait des fondations aussi, c'est important. Mais les médailles, souvent, elles consacrent cette idée. Alors les médailles peuvent les consacrer, mais elles n'ont pas été la quête. La quête, c'est d'aller au bout, d'aller le plus loin possible. Et avec Table, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'avais dans la tête ce que j'avais envie de voir dans mes assiettes. Je pense que j'ai mis 5-6 ans à y arriver, à mettre à peu près dans l'assiette ce que j'avais dans la tête. C'est un peu comme un musicien. Il m'est arrivé de discuter avec des très très grands musiciens et ils te disent mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire que la musique que tu as dans la tête, comment tu as compris une partition, ce que tu veux jouer, ce que tu as dans la tête, c'est ce que les gens vont écouter. C'est-à-dire que le médium, l'instrument devient transparent dans l'histoire, c'est-à-dire n'est plus un obstacle, n'est plus rien, parce qu'il permet, c'est juste finalement un médium qui permet d'entendre la musique que tu as dans la tête. Et moi, j'ai mis 7 ans à peu près pour faire la même chose avec mon instrument qui est la cuisine. C'est-à-dire que traduire la pensée. Ce que j'imagine sur un plat, sur un produit, sur une narration, c'est exactement ce que tu manges. Et j'ai réussi à le faire aussi dans mes écrits. Donc c'est important. Je vais te dire pourquoi après. Si tu lis par exemple L'Art de nourrir, et tout le temps les gens me disent ça, c'est dingue parce qu'on mange exactement, ceux qui l'ont lu avant de venir manger chez moi, on mange exactement ce que vous avez écrit. Et je trouve ça très beau parce que du coup tu te dis voilà, on est en parfaite phase avec tout ça. Et donc c'est ça qui me conduit. Après voilà, les distinctions arrivent. Et encore une fois, je mets du temps. Donc 7 ans arrivé à peu près à ça, c'est le moment où on gagne la première étoile. Et puis après il y a le Covid, les épisodes Covid, etc., etc. Et là, je fais une pause. À ce moment-là, je sens qu'il va y avoir le deuxième lockdown pour les restaurants. Et je m'échappe en Grèce, que je connais peu. Je vais dans le Magne, qui est un endroit assez reculé, à l'abri du tourisme. Et je passe 2 mois dans le Magne, tranquillement, où il n'y a pas le Covid. Enfin, il y a le Covid, mais tout le monde s'en fout. Tu es au bord de la mer, il n'y a personne pour te surveiller. Tu peux prendre un petit café sur le port, aller ramasser des choses sauvages, des asperges sauvages au printemps, avoir des beaux poissons, etc. Et vivre avec les chats sauvages et dans la mer globalement. Et puis je rentre à Paris au mois de mai pour le lancement de mon livre, justement L'Art de nourrir, où je fais un mois de médias. Enfin, je suis très consistant sur ce boulot-là parce que j'ai rien à faire d'autre. Donc c'est un parfait timing. Et il s'agit de réouvrir le restaurant puisqu'on va commencer à pouvoir réouvrir un peu en demi-mesure. Et je me dis non, je veux pas réouvrir. J'ai besoin de temps et je repars un mois en Grèce, tout le mois de juin, qui est un mois béni. Le mois de juin, c'est l'été, il fait beau, c'est merveilleux. Alors avant de partir, à cette époque-là, j'ai un menu un peu gastronomique, un peu cher. J'ai un plus petit menu et puis je suis à la carte. Et quand je reviens, je me dis mais c'est complètement idiot. Tu veux apporter quelque chose de différent dans l'histoire de la cuisine au XXIe siècle. Tu veux aller vraiment dans la haute gastronomie, dans le fine dining, il faut le faire. J'ai 1 étoile à l'époque. Il faut le faire. Et donc et puis tu dois faire fleurir encore plus tes équipes. Et donc ce que tu vas leur donner en temps possible pour eux, c'est ce qu'ils vont te ramener aussi pour toi et pour tes clients. Donc il faut changer complètement la vision de la haute cuisine. Notre responsabilité, puisqu'on est cher, c'est justement d'avoir ce rapport au social dans le restaurant comme une entreprise que j'aurais pu diriger avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux États-Unis le wellness, c'est-à-dire que ton travail ne soit pas une punition, mais te fasse du bien et te fasse grandir dans la vie, et que tout ça soit intimement lié. Et donc je décide de fermer un jour de plus, donc de donner samedi, dimanche, lundi, 3 jours de week-end par semaine, de donner 7 semaines de congés payés par an, alors que l'obligation c'est 5, mais j'en prends 2 pour moi. Et je double mes prix à peu près, c'est-à-dire mon menu passe à 400 €. Il n'y a plus qu'un seul menu, le même.
et je fais un menu en me disant ce qui est important, si je veux vraiment partager ce que j'ai dans la tête, c'est d'être capable de construire une narration complète. Voilà l'histoire. Et qui soit parfaitement équilibrée et juste. Et à cette époque-là, je redémarre à zéro parce que tout le monde est parti, à l'exception de Giuseppe, qui est mon second aujourd'hui. Et donc, je dois reconstituer une équipe aussi. Alors, j'ai la chance d'être un peu plus inspirant à cette époque-là et d'être capable d'attirer des garçons et des filles de grands talents, comme Jules, comme Léon, comme Agnès, comme tout le monde, et qui viennent me rejoindre et puis on démarre, quoi, tu vois, mais on démarre comme si on redémarrait à zéro. Et comment c'est pris? Parce que c'est un geste, c'est pas alors je me dis c'est facile parce que finalement là c'est peut-être aussi mon expérience de chef d'entreprise. Un restaurant tape dans le 12e arrondissement de Paris, c'est une toute petite barque. Et donc si tu veux, il n'y a pas une énorme comment dire énergie quoi dans le sillage. Donc si on doit l'arrêter, on peut l'arrêter très vite. Donc je me dis, si plus personne ne veut réserver, si après avoir réservé et déjeuné ou dîné, les gens se mettent à hurler en me traitant d'escroc, qu'on se fout du monde, que pour qui je me prends, que machin, etc., c'est que je me suis planté. C'est que ce que je donne ne vaut pas l'argent que je demande en échange, tu vois, voilà. Et en réalité, pas du tout. C'est-à-dire que je suis plus complet et tout le monde est encore plus content. Je change de clientèle aussi d'une certaine façon. Donc j'ai des gens plus éduqués, plus élevés, qui ont l'habitude, etc. Ils comprennent. Par rapport au restaurant qu'ils fréquentent, ils trouvent quelque chose de différent et qui leur plaît vachement. Où ils se disent putain c'est ça quoi. Voilà, manger de la haute cuisine au 21e siècle, c'est chez table, c'est pas tu vois dans des maisons un peu empesées, etc. Et voilà. Bon, il y en a auxquels ça plaît pas, mais ils viennent pas et c'est comme ça. Un restaurant, c'est normal. Au bout d'un moment, tu as une ségrégation de clientèle qui se fait, une sédimentation plutôt de clientèle qui se fait et qui fait que tu as une clientèle qui te ressemble. Hein. C'est une forme de succès. Hein. La question du prix, elle est importante et elle s'explique notamment pour des questions RH. Quand tu dis par exemple qu'on donne autant de congés à son staff, eh ben ça crée un coût. Avoir un staff, ça crée un coût. Le premier coût d'un restaurant, c'est évidemment ta masse salariale. Bien sûr. D'abord parce que je paye bien. C'est-à-dire, par exemple, les plongeurs qui, à Paris, sont payés 1450, 1500 euros par mois. Moi, ils ont 2000. Tu vois, donc le premier salaire, c'est les plongeurs, ils ont 2000 euros. Donc les mecs, ils sont, tu vois, par rapport à leurs copains, ils sont super heureux, ils ont plus de congés, plus de vacances. Enfin, la vie est belle, tu vois. Et tous les salaires ici, je paye très bien pour une raison pareille, extrêmement objective. D'abord parce qu'ils le méritent, ils ont du talent. Et la deuxième chose, c'est que je leur donne les moyens d'habiter dans le quartier. C'est-à-dire que même les plongeurs, ils habitent pas loin. Donc tout le monde est à au plus un quart d'heure de vélo, de table ou de transport en commun pour ceux qui en prennent, mais la plupart sont à pied ou à vélo. Donc ça change leur vie. C'est-à-dire quand tu travailles dans un restaurant où tu peux terminer un soir à minuit, tu rentres chez toi, c'est 10 minutes. C'est pas 1h30 de RER et puis un bus de nuit. Tu vois, donc c'est super important. Et pour moi, c'est fondamental. Encore une fois, ce wellness que tu leur apportes, ils te le rendent au centuple à toi et à tes clients. Parce qu'ils sont épanouis, parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils ont le sourire, parce que la vie leur sourit et parce que c'est normal. Ils sont jeunes, encore une fois, c'est notre métier. Et je pense que c'est la responsabilité de la haute cuisine, c'est de faire fleurir et épanouir ces équipes qui sont les jeunes de demain. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces petits demain? Ils auront leur restaurant, ils auront leur carrière, ils ont entre 22 et 30 ans. C'est là le moment où voilà. Et moi, mon rôle de patron là cette fois, c'est de les porter le plus haut possible et de les amener à avoir la plus belle vie et la vie la plus complète possible, débarrassés de beaucoup de soucis. Enfin, ils en ont certainement, mais en tout cas, moi, j'essaie de veiller à ce que les soucis principaux, c'est-à-dire l'argent, la qualité de vie, le temps de repos, le temps d'épanouissement, je leur offre. Et c'est important parce qu'ils me le rendent formidablement, ils le rendent formidablement aux clients. Et encore une fois, c'est notre devoir. Parce qu'on a les prix qu'on pratique, c'est notre devoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je voulais faire ce focus juste et puis l'éliminer parce que c'est vrai que la question du prix est un critère central dans la restauration et dans l'expérience d'un client au restaurant. Bien sûr, après... Et il est important de comprendre si les gens sont déjà
à peu près capables de comprendre qu'on paye le produit et que la qualité d'un produit fait aussi le prix, ça on commence à l'intégrer, il faudrait passer au step supérieur où on se dit, bah oui, les conditions de travail, le bien-être d'une équipe est aussi quelque chose auquel je dois contribuer en tant que client. On va pas pleurer, mais enfin, les charges en France, tu vois, le problème, c'est quand tu donnes 3 000 € à quelqu'un, ça t'en coûte 5 600, quoi. C'est ça. Donc, moi, je préférais leur donner 4 000 et que ça me coûte 5 600, que voilà, ça, c'est un peu débile aussi, tu vois, d'une certaine façon. Mais ce que je veux dire, c'est que le client doit avoir ça en conscience aujourd'hui, et c'est important quand on fait une expérience de cette adresse-là. Avec quand même une pondération, c'est que, et c'est pas par hasard que je suis là, c'est que nous sommes à Paris. Oui, voilà. Et donc, à Paris, il y a un choix de restaurants absolument considérable aujourd'hui, et en plus où tu peux manger très convenablement, je dirais de 15 € à 1 500 €, quoi, à peu près. Ouais, tu vois. Donc, si j'étais à Roanne ou à Montluçon, évidemment, je pourrais pas parce que je priverais c'est pas duplicable. L'essentiel de ma ville de pouvoir venir manger chez moi. À Paris, je prive personne. Ceux qui n'ont pas les moyens peuvent manger ailleurs ou venir exceptionnellement chez moi parce que l'offre est très importante et que une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, Table est un restaurant qui fait venir des touristes à Paris de plus en plus. Alors, au moins 30% de notre clientèle nous dit on est la raison pour laquelle on est venu à Paris. Tu vois? Donc, c'est le prétexte à la... Je suis aussi aujourd'hui un vecteur de tourisme dans ma ville. Et alors ces gens-là sont aisés, sont internationaux, mais je joue un rôle dans l'économie française aussi parce que, entre guillemets, comme on dirait vulgairement à Bercy, je fais rentrer de la devise. Si on parle de la cuisine, et pour conclure, et parce que finalement c'est le plus important, aujourd'hui, comment tu l'écris, comment tu l'exprimes, qu'est-ce qu'elle raconte, ta cuisine de table, parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme de cohérence qui s'écrit depuis le début, un rapport au vivant, on parlait de choses primitives, on parlait même de violence. Et moi je vais te dire, il y a plein de fois où j'ai vu des posts de toi filmant un produit vibrant, comme une Saint-Jacques par exemple. Alors on pourrait se dire que c'est la quintessence de la fraîcheur et que c'est formidable de la voir ainsi bouger, mais on peut se dire aussi, et ça m'arrive de me dire, oh putain, c'est quand même violent, de se dire qu'on va se confronter à ce point au vivant. Or, c'est quelque chose d'assumé. C'est presque une position militante, c'est-à-dire c'est vrai qu'aujourd'hui, et probablement par le truchement de l'agroalimentaire, on souhaite, parce que c'est leur credo d'existence, faire en sorte, encore une fois, qu'on ne puisse pas relier la nourriture à la vie. Parce que ils relient, enfin, je veux dire, tu vois... relier une croquette, enfin pas une croquette, mais une céréale de petit déjeuner ou un poisson pané ou je sais pas quoi, ou une salade sous vide à la vie, c'est mission impossible. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Chez moi, j'ai repris en quelque sorte les codes qui pour moi étaient essentiels, et encore une fois qui fait que moi j'apprécie une cuisine ou pas, mais qui sont ceux pas très anciens, des années 60-70, où dans la haute cuisine, tout était fait à la minute. La question se posait même pas. Et encore aujourd'hui, par exemple, tu vas manger chez Emmanuel Martinez au Relais Louis XIII, qui est un chef qui doit avoir 74 ans, qui fait de la très haute cuisine bourgeoise, qui est celui qui avait amené les 3 étoiles à la Tour d'Argent à la grande époque. Tu prends un tourteau de l'Île-Dieu, le tourteau, il est cuit après que tu l'aies commandé et décortiqué. Il l'a pas mis en place le matin ou la veille pour te le servir ton assiette. Donc tu vois, il y a ce rapport qui est intimement lié à la très belle cuisine et qu'on a après modifié sous prétexte que les clients étaient pressés, qu'il fallait tout préparer. Mais il y avait déjà une forme d'influence de l'agro-industrie dans ce système-là qui arrivait aussi en apportant des prêts à cuisiner d'une certaine façon. La simplification de tous les process, de tout et donc du discours. Comme on a aujourd'hui, tu vois... à une époque, on pouvait adorer les brasseries en disant « Ouais, génial, les brasseries, ça dépote, c'est du frais, machin ». Ça a été mis sous la coupe de tous les grands groupes et aujourd'hui, tu découvres quand même ton steak tartare. Si tu veux, il arrive sous vide avec l'assaisonnement de près, tu fais le mélange et puis c'est fini. Enfin, tu vois que tout est préparé, les pâtisseries, les machins, enfin voilà, et que tout est des saloperies bourrées de conservateurs, de machins, de trucs, d'adjuvants, de coagulants, de tout ce que tu veux.
Donc table aujourd'hui, il y a toujours ce truc, cette valeur cardinale Donc, de chez rapport nous- au vivant, à la Chez nous, fraîcheur. on travaille tout à la minute. C'est-à-dire que la coquille Saint-Jacques que tu vas manger, elle est ouverte une seconde avant que tu ne la manges. Là, on fait une petite tartelette, tu vois, sur un pain de seigle feuilleté, légèrement repris au beurre noisette. Taramac, j'ai appris à faire en Grèce, et crevette bouquée vivante. La crevette bouquée, elle est décortiquée vivante à la seconde où on la met sur ta tartelette. Mais alors, tu vas me dire, ah là là, c'est violent, c'est violent. Ouais, mais quand tu la manges, c'est pas violent du tout. C'est absolument sublime. Parce que d'un seul coup, tu te dis, waouh, ça peut être ça. Et je pense qu'on a tous été pêcher la crevette quand on était petit. Moi, je me souviens avec mon père, tu vois, on pêchait les crevettes bouquées au Havenot à l'Île-Dieu et on en mangeait. Ouais, mais c'est l'expérience du vivant. Sorti de l'eau. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, mais moi, ce que j'ai envie de partager, c'est ça. C'est ces expériences ultimes de découverte de qu'est-ce que c'est qu'un produit, le goût, la vitalité, l'énergie, dans un endroit où tu es bien assis, où tu as un très joli vin dans un zalto, une très belle vaisselle de chez Astier de Villade, des beaux couverts, tu vois, des couteaux de Cecaldi, du linge, enfin où tu es dans quelque chose de très raffiné et très élégant, mais je veux manger comme si je venais de pêcher une crevette avec les pieds dans l'eau salée, des goémons par-dessus les oreilles, et je viens de l'attraper et je la mange. Donc tu vois, d'être encore une fois entre ce rapport de c'est quoi l'enfant sauvage par rapport à l'adulte éduqué et domestiqué et chic, quoi, qui maîtrise. Et donc c'est ça qu'on partage. Alors, une fois je fais un petit saut en arrière, une fois que j'ai décidé de partir dans cette idée du fine dining, après ça a été assez rapide en réalité. Donc déjà ça a fonctionné. Ensuite, 4 mois après, on a attrapé la 2e étoile. Bon, mais encore une fois, je l'ai pas fait pour attraper une 2e étoile. Et on est rentré dans ce classement du Fistibest en position 77, ce qui était aussi un game changer. Tu vois, tu te dis putain, je fais partie des 100 meilleurs restaurants du monde. Table 12e arrondissement, rue de Prague, quoi. Tu vois, donc voilà. Et l'année d'après, on reprend, enfin, on nous confirme la 2e étoile. Et là, on passe de la position 77 à numéro 10 au monde. Donc là, tu comprends pas trop, tu vois, tu dis waouh, c'est-à-dire tu rentres dans le top 10, et dans le top 10, il n'y a que des blockbusters, c'est-à-dire c'est que des restaurants hyper célèbres, avec des chefs qui sont des superstars mondiales, etc. Enfin, tu vois, vraiment... Alors là, je veux bien que tu fasses pas la course pour ça, mais néanmoins, quand on te dit que t'es le 10e du je monde, comprends pas. c'est quand même... Non mais tu sais pas, moi j'ai rien fait. J'ai pas... mais c'est vertigineux. J'ai pas invité des gens, j'ai pas organisé des tours de visite en avion, j'ai pas les moyens. Je suis un petit restaurant à Paris 12, moi, tu vois, donc voilà. Et l'année d'après, cette année, donc l'année dernière, en 2024, on passe de 10 à 3. Donc là, on est numéro 3 au monde. Donc là, je suis dans le top 3. Sachant que le numéro 1, il est plus là, donc je suis numéro 2, quoi, d'une certaine façon. Tu vois, le numéro 2, on pourrait dire, devient numéro 1 et moi numéro 2. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Enfin, c'est incroyable, tu vois. Et qu'est-ce que tu as envie de faire de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? On fait rien. C'est-à-dire, on continue à faire bon, à être concentré sur son art. On est un peu plus complet. Voilà, il y a de la liste d'attente, on est complet tout le temps, on s'interroge plus de savoir si on a du monde ou pas, en tout cas le soir, parce que le midi, il y a toujours pas grand monde. Mais voilà, et c'est cool, tu vois, voilà, on le prend comme du bonheur, les équipes sont fières, ça les booste, c'est merveilleux. Et toi, à partir du moment où, encore une fois, c'est le chef d'entreprise qui te parle, à partir du moment où ton carnet de commandes est rempli, t'es content, hein. C'est comme un gros souci en moi de savoir est-ce que je pourrais faire mes fins de mois ou pas. Bon, tu sais que tu vas les faire et que grosso modo, t'es quand même pas dans la mauvaise direction. Et donc on continue. Et ça te permet d'aller plus loin en réalité. Et c'est là où tu me retrouves toujours dans cette quête, qui est pas une quête de torture existentielle, qui est juste une quête de pousser ton idée jusqu'au bout de ce que tu avais prévu de la pousser. Et j'avais mis beaucoup de temps à construire avec mes équipes un menu. C'est très compliqué un menu. Pour qu'il soit équilibré. C'est-à-dire que tu es très bien mangé, mais que tu te sens plus vivant en sortant de chez moi qu'en étant arrivé. Alors que la plupart des restaurants gastronomiques, quand tu sors, t'es plus mort que quand t'es arrivé. T'as juste envie d'appeler l'ambulance. Et chez moi, c'est un peu le contraire. Et en même temps, t'as assez mangé. Enfin, je veux dire, t'es pas mort de faim en disant merde, il y avait une bouchée par plat, j'ai pas mangé. Et donc d'avoir une narration qui soit cohérente, qui t'emmène, qui te prenne la main et qui te fasse vivre énormément d'expériences, énormément de goût, énormément de choses, et qui
avec une vraie cohérence, pas, puisque moi, je change mon menu tous les jours, donc tous les jours, faut réinventer ça. Et puis voilà, et puis qu'il fasse que c'est ni trop ni pas assez. Compliqué. Qu'est-ce qui t'anime? Ça prend du temps. Mais oui, mais ça, on pourrait dire que tu y es arrivé à trouver cet équilibre, Ça, cette j'y suis arrivé. Puis écriture. alors après, je me suis dit, mais c'est pas assez. J'en ai marre d'écrire à la carte tous les jours pour raconter les mêmes conneries, tu vois, machin, etc. Et je me suis dit, mais c'est comme dans un roman, c'est comme dans un livre, ou c'est comme dans mes plats. C'est-à-dire, c'est une narration multiple qui se lie pour faire une histoire. Et donc, moi, j'ai mon histoire, celle que j'ai envie de raconter à mes clients. Et puis, mes équipes de salle ou de cuisine, ils ont leur histoire, leur appropriation par rapport au plat. Donc, c'est la narration qu'ils doivent apporter à table, qui peut être développée ou pas en fonction du client. C'est-à-dire qu'on n'impose pas une narration ou un storytelling qui prend 3 heures en disant « et plongez bien la cuillère jusqu'au bout », etc., toutes les choses qu'on déteste. Mais en fonction de la réceptivité du client et qu'est-ce qu'il a envie de connaître, de savoir raconter les choses telles qu'elles sont. Et moi, d'écrire une carte qui serait un peu la carte ultime, c'est-à-dire où je raconte tout sans rien vraiment raconter de la réalité de ce que tu manges, puisque c'est pas mon travail, c'est le travail de mon équipe du restaurant. Et donc là, pour les vacances d'hiver, je me suis aussi, on a pris 3 semaines, je me suis complètement isolé une semaine, je suis resté à Paris et je l'ai écrite. Donc c'est une forme de codex, parce que avec ça, ils peuvent transposer tous mes plats à leur façon s'ils ont besoin, et ça restera dans ma narration et dans ma pensée. Ouais, il y a un ADN de table. Voilà. Et donc c'était un travail considérable que j'avais envie de faire, mais que je n'avais jamais réussi à faire, et que là j'ai réussi à faire, et j'en suis très heureux, parce que pour moi, tu vois, maintenant ça y est, la boucle est bouclée. Je suis allé au bout de ce que je peux faire dans cette histoire table. Il y a une géographie de table définie. Voilà. Et je suis allé tout au bout de ma pensée. Alors, ça veut pas dire que je suis allé au bout de rien, mais en tout cas de ce que moi j'étais capable de faire par rapport à ce projet, je l'ai achivé. Bon, voilà. Et donc demain? Et demain, ça va venir. Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'on va écrire du coup? Mais demain on continue. Je veux dire, les équipes sont là. Maintenant, tu vois, je leur donne aussi la main pour qu'ils puissent apporter de plus en plus de choses. Moi, je suis là, je les aide, et puis voilà. Je pense que maintenant, on a le droit aussi un peu tu vois, de se laisser porter un peu par la vague, et de pas vouloir la grimper. Ça y est, à mon sens, on est arrivé au sommet de la vague. On verra cette année si on est numéro 1 au monde. Si on est numéro 1 au monde, Mazel Tov, ça veut dire que, tu vois, là, on a tout achivé. On peut pas aller plus haut, on peut pas aller plus loin. On dirait, ah oui, mais 3 étoiles. Non, 3 étoiles, on est dans le 12e arrondissement de Paris. Même si le Michelin a une immense modernité dans son rapport aux hommes et à la cuisine, je pense qu'on est un peu de pauvres, on est dans un quartier pauvre. Et donc, tu vois, j'ai pas des salons, j'ai pas des chambres de luxe, j'ai pas un grand groupe derrière, etc. Et puis, ce serait un non-sens de mettre 3 étoiles dans l'Est parisien. Je suis le seul restaurant en 120 ans à avoir eu 2 étoiles dans l'Est parisien. Donc l'Est a changé, mais quand même, tu vois. Donc aujourd'hui, on est heureux, on continue, on lâche pas. J'essaie toujours de travailler les plus beaux produits du monde, de toujours trouver des produits absolument exceptionnels, d'être très fluide. J'ai aucune limite. Je suis créatif comme j'ai envie. Je change les choses comme j'ai envie. Je fais ce que je veux comme je veux. Et à partir du moment où ça rend mes clients heureux, il y a aucune limite. Ouais, mais ça, c'est magnifique, parce que c'est là. Alors, tu vois, Baudelaire disait de la contrainte naît la création. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé le niveau de contrainte et que la création, elle est pure. Et d'une certaine façon, je pense faire partie de ceux qui auront participé à créer la belle cuisine du 21e siècle. C'est-à-dire de débarrasser de toutes les scories, prenant toujours dans le passé ce qui fait sens. C'est-à-dire dans chacun de mes plats, il y a systématiquement une citation à la belle cuisine française bourgeoise. Parce que pour moi, c'est ça. Une citation. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas, peu importe. Une sorte de fondation. Mais quand écrit avec les guillemets. Et je pense que c'est ça, être moderne. C'est d'être capable de dire, comme moi, petit enfant de Renaison, j'ai jamais quitté mes racines, mais j'ai pu aller au bout du monde et faire des choses complètement différentes.
Et dans la cuisine, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'amène une cuisine du 21e siècle, on invente des plats, des sauces, des associations, des combinaisons, mais on sait d'où ça vient. Et tu vois, et ça, c'est super important. Ouais. Il y a ce patrimoine, et aujourd'hui, il y a la liberté. Il y a personne pour te dire d'aller à la sieste. Sans avoir à rendre de compte, simplement le compte que l'on rend, c'est notre honnêteté, notre joie et l'amour qu'on porte. Et ce désir irrépressible de nourrir, qui emporte tout. Nourrir. C'est certainement le mot le plus élémentaire qu'on puisse employer pour parler de la vocation d'un cuisinier. Et je retrouve dans ce mot quasi primitif un peu de ce que j'ai toujours vu chez Bruno Verjus. La première fois qu'on s'est parlé, je devais l'interviewer et quand je lui ai demandé de se présenter, il m'a répondu « Je suis un ogre ». Et par cette expression, il me disait qu'il était du genre à dévorer, depuis toujours, à se nourrir de tout. De paysages, de lectures, de voyages et finalement tout du long d'une cuisine qu'il a très vite considérée comme un art de vivre. Car l'autre mot qui vient quand on parle de Bruno, il répond au verbe nourrir et c'est bien de vivre dont il est question. De vivre pleinement, de dévorer encore une fois le vivant, ce que l'existence a à nous offrir pour peu qu'on veuille s'en donner la peine, pour peu qu'on fasse preuve d'audace, pour peu qu'on se dise et pourquoi pas moi. Pourquoi pas voyager? Pourquoi pas Lyon? Pourquoi pas la Californie? Pourquoi pas l'Asie? Pourquoi pas écrire un livre, un blog? Pourquoi pas, tiens, une émission de radio? Pourquoi pas ouvrir un restaurant? Alors, pas pour briller, juste, comme il dit, pour toucher le plaisir suprême de voir une idée devenir réalité. Merci, mon cher, d'avoir partagé ton histoire et ta vision, d'avoir parlé ainsi cuisine et création. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Envoyez-moi vos commentaires sur votre plateforme d'écoute ou sur notre compte Instagram @chef au pluriel podcast au singulier. Notez-le, ce podcast, si ce n'est pas déjà fait. Partagez, vous le savez, c'est votre soutien qui fait notre succès. Chers amis de la gastronomie, je vous dis à très vite. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, car cette semaine, il va y avoir des nouveautés. Alors prenez soin de vous, cuisinez bien sûr, faites le marché et restez connectés à votre podcast préféré. À très vite sur Chef. Salut!